Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire intitulé Les subventions de salaire et de loyer durant la pandémie. Mon nom est Shane Pringle. Je suis directeur en fiscalité chez Mazars. J'ai développé au cours des années une expertise en planification corporative, en réorganisation corporative, puis en planification pré-acquisition d'entreprise. Moi, je vais présenter la deuxième partie de ce webinaire qui va parler des subventions, la subvention de loyer. Je vais être accompagné de ma collègue Liliane Fortier, qui est associée déléguée au bureau chez Mazars. Dans le fond, le rôle de Liliane chez Mazars consiste à accompagner les PME œuvrant dans différents secteurs et à optimiser leur stratégie fiscale. C'est elle qui dirige l'équipe de fiscalité au Canada. Avant de commencer, je tiens à vous informer que nous aurons une période de questions et réponses vers la fin de notre présentation. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans l'espace à droite de l'écran. Il y a une section pour les questions. Vous n'avez qu'à taper la question, puis on va l'adresser. De plus, l'enregistrement de ce webinaire et le document de présentation vous seront envoyés dans les prochains jours. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Liliane qui va vous parler de la subvention salariale. Bonjour tout le monde. Je tiens à m'excuser, j'ai des problèmes d'Internet, donc je suis sur mon cellulaire. C'est pour ça que je n'ai pas de caméra d'ouverte. Donc, aujourd'hui, dans la présentation, nous allons vous parler des périodes d'admissibilité et l'admissibilité des deux crédits, soit le crédit de salarial et le crédit pour le loyer. Pour le crédit de subvention salariale que je vais vous discuter, je n'irai pas dans le détail, étant donné que c'est quelque chose qui existe déjà depuis le mois de mars, donc tout ce qui est définition, comment ça se calcule, je vais passer par-dessus, mais si jamais vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les écrire et je pourrai répondre à la fin. Donc, un petit peu de statistiques avant de commencer. Les statistiques sortent à chaque semaine sur le site de l'agence et ceux du 7 février, il y avait déjà eu 2 552 000 demandes qui avaient été approuvées. Et sur ce 2 552 000, il y en avait pareil 2 458 000 qui étaient pour une valeur de moins de 100 000 $. Donc, c'est vraiment pour les plus petites entreprises que je dirais que ça s'applique parce que, en tout cas, c'est eux qui en ont réclamé le plus. Côté total de dollars, on est rendu à 64 milliards de subventions données. Et on a par période, on a eu des employés que le salaire a été subventionné. On en a pour la période du mois de juillet, c'est elle qui a eu le plus de gens. C'est 5 millions d'employés que le salaire a été subventionné. On se souvient que l'objectif de la subvention salariale, c'était de faire en sorte que les entreprises gardent leurs employés, même s'ils le baissent de revenus. Donc, je pense que ce côté-là a probablement été un peu plus respecté, je dirais. Fait que si on rentre pour les périodes, on sait que on n'avait pas de date limite pour faire nos réclamations. Maintenant, on a 180 jours après la fin de période. Ceci, ça veut dire que pour notre période 6, qui est la période du 1er août au 29 août, on a jusqu'au 25 février pour faire notre réclamation si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà fait leur réclamation, c'est important de le faire rapidement. Par la suite, ça sera à chaque mois, on aura une nouvelle période qui va venir à échéance. J'ai mis dans le PowerPoint les dates limites pour chacune des périodes jusqu'à la période 12, qui est la période qui se terminait le 13 février. Par la suite, pour le calcul de la baisse de revenus, ça n'a pas changé. Donc, si tous les choix qui ont été faits, soit initialement
ou à la période 5, c'était la période où on pouvait modifier certains choix. Donc, tous ces choix-là doivent être maintenus. Donc, si on a choisi comptabilité de caisse ou comptabilité d'exercice, on continue toujours de la même façon. Si on a fait des choix d'étroitement liés, état financier affilié, consolidé, ces choix-là doivent être maintenus toujours. Donc, à la page 6 de la présentation, ben, on voit avec quel mois qu'on peut comparer. Donc, c'est toujours le mois en cours ou le mois de la période précédente. Les périodes 10 et 11 sont vraiment, on compare avec la même période. Donc, c'est du novembre et décembre par rapport à novembre-décembre 2019 ou novembre et décembre 2020 par rapport à notre moyenne de janvier-février, dépendamment de ce qu'on avait fait comme choix. La période 10, c'est la période du 22 novembre au 19 décembre et la période 11, c'est du 20 décembre au 16 janvier. Par la suite, on continue, période 12, 13, ce qui fait que ça a été modifié au début janvier. Ça permet de la période 13, qui est du 14 février au 13 mars, c'est qu'on va pouvoir comparer avec janvier-février. Au début, il nous avait mentionné, on comparait avec février-mars, puis on se souvient que la pandémie a commencé au milieu du mois de mars, donc là, on va commencer à comparer avec des mois qu'on était déjà en pandémie. On attend toujours des périodes 14 à 16. On sait que ça se continue jusqu'au mois de juin, mais on ne sait pas encore avec quoi qu'on va comparer, étant donné que là, on va tomber dans des mois de pandémie de l'an dernier. Les taux de subvention, on sait que maintenant, ce n'est pas un taux fixe, ça dépend vraiment de la baisse de revenus. Pour les périodes 8 et suivantes, on dit que c'est 0,8 fois la baisse de revenus pour le taux de base jusqu'à un maximum de 40 %. Donc, aussitôt qu'on a une baisse de revenus de 50 %, on atteint le maximum. Et il y a un taux compensatoire pour les entreprises que la baisse de revenus est plus élevée que 50 %. Et là, on va chercher le maximum, 25 ou 35 pour les périodes 11 à 13, lorsqu'on a une baisse de revenus de 70 % et plus. Donc, une entreprise qui a plus de 70 % de baisse de revenus peut aller chercher jusqu'à 75 % du salaire admissible pour les employés. On se souvient, les salaires admissibles par période, par semaine, le maximum, c'est 1 129. Ça n'a toujours pas changé. On est toujours avec le même montant. On compare toujours le salaire par rapport avec le salaire avant pandémie, du 1er janvier au 15 mars. Par contre, on peut faire un choix de comparer le salaire qui aurait eu lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre. Ça, c'est vraiment plus avantageux pour les entreprises qui sont plus saisonnières, qui n'ont pas vraiment d'employés durant l'hiver, qui sont là vraiment juste pour l'été. Ensuite, peut-être des petites choses qui ont modifié. Pour les demandes faites après le 21 septembre, il y a maintenant des avis de cotisation qui sont émises. Donc, si on veut contester le montant qu'ils nous donnent parce que pour une raison, ils nous ont refusé des montants, on a 90 jours pour faire une opposition. C'est les mêmes règles que en impôt. Pour les périodes, les demandes reçues avant le 21 septembre, on avait 30 jours pour demander un second examen. Donc, ça, c'est vraiment les modifications par rapport à la subvention salariale. Pour le restant, les entreprises admissibles, on le sait, c'est toutes les mêmes, c'est à peu près toutes les entreprises. Aussitôt qu'on a une baisse de revenus, on est admissible. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand on compare, c'est janvier, février, mais on prend toujours le plus élevé des deux, le montant de la perte. Puis ça, c'est chaque mois qu'on décide. Ce n'est pas
un choix qui doit être fait tout le temps de comparer avec quel mois. Ça fait le tour pour la subvention salariale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra vous répondre à la fin. Fait que je laisse la parole à Shane pour les subventions de loyer. Rebonjour tout le monde. Donc, effectivement, je vais adresser la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Pour le reste de la présentation, je vais adresser ce nom-là comme SUCL, sinon je n'aurai pas de salive à la fin de la présentation. Donc, lors de l'énoncé économique de l'automne, le 30 novembre, ça c'est les dernières nouvelles qu'on a eues pour cette subvention-là, ils ont reconduit les conditions des périodes 1, 2, 3 aux périodes 4, 5, 6. Les périodes 1, 2, 3 et 4, 5, 6 sont les mêmes périodes que les périodes 8 à 13 de la SSUC. Puis, c'est pas pour rien qu'ils les ont appariés. Là. On va le voir plus tard pourquoi ils ont apparié les périodes de la SSUC avec les périodes de la SUCL. Comme Lilia, je vais faire un petit peu de statistiques. En date du 7 février, il y avait 347 480 demandes d'approuvés. Il y en avait 24 400 en haut de 10 000 $. Le reste était tout en bas de 10 000 $. Puis un total de 1,29 milliard qui a été accordé en date du 7 février. Donc, c'est sûr que ça va augmenter là encore au fil du temps. Puis, on n'a pas encore eu de détails pour les périodes suivantes. Donc, les périodes suivantes, là, on est toujours en attente de voir s'ils vont reconduire les mêmes conditions ou s'ils vont changer les conditions. Donc, si on commence avec quelques définitions, là, la définition d'entreprise admissible. Les entreprises admissibles, c'est un concept qui est très similaire à la SSUC, la subvention salariale. En fait, à peu près toutes les entreprises ont droit à la subvention, à l'exception des institutions publiques. Les institutions publiques, c'est hôpitaux, écoles et tout ça. Pour le reste, pas mal tout le monde y a droit. Il y a d'autres critères qui peuvent sortir dans le futur pour les entreprises admissibles, mais on est toujours en attente de détails. La mesure va être en constante évolution jusqu'au mois de juin 2020, qui est la fin prévue de la mesure. Puis, il faut aussi, pour être une entreprise admissible, il faut aussi bien évidemment avoir subi une baisse de revenus pour une période d'admissibilité. Maintenant, on va passer à la prochaine diapo qui est le calcul de la baisse de revenus. En fait, c'est exactement le même calcul que la subvention salariale. C'est pour ça qu'ils ont apparié les périodes. Parce que quand on fait un choix, c'est une chose importante à retenir, c'est quand on fait un choix pour la SSUC ou la SUCL, il faut faire le même choix pour l'autre subvention. Fait que, si on s'est basé sur la méthode du mois correspondant pour la SSUC, on n'a pas le choix d'utiliser la même méthode pour la SUCL. Il y a la possibilité, si on a déjà fait nos demandes pour la SSUC, il y a possibilité de modifier le choix de la SSUC si c'est bénéfique pour nous d'un point de vue SUCL, mais ça sera à voir si c'est avantageux ou pas. Il faudrait faire des calculs pour ça. Comme la SSUC, c'est la plus haute baisse entre les 2 mois comparés, puis c'est pas mal ça que j'avais à dire pour la baisse de revenus. Ah oui, la baisse de revenus se calcule bien évidemment en pourcentage, ce qui nous permet de calculer le taux de subvention par la suite. Donc, c'est là qu'on est, le calcul de la subvention de base. Comme la SSUC, il y a 2 composantes à la subvention de loyer. Il y a la subvention de base et la subvention compensatoire. La subvention compensatoire, on va y arriver plus tard, mais pas calculée de la même façon que la SSUC. Donc, si on a une baisse de 70 % et plus, on a le plein montant de la subvention de base qui est 65 % des dépenses admissibles. Si on est entre 69 et 50 %, il va falloir faire un calcul, puis ça va donner un petit peu moins que la baisse de revenus. Par exemple, si on a 60 % de baisse de revenus, on va avoir juste un petit peu moins de pourcentage de subvention. Puis entre 0 et 49, c'est un calcul fixe, donc c'est la baisse de revenus fois 0,8.
fois 0,8 ou 80 Pour les périodes d'admissibilité, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est les mêmes périodes d'admissibilité que la SUCL, il n'y a pas de différence. Donc, je vais passer vite dessus. Là. Je vous les ai mis à titre de référence dans le PowerPoint, mais j'ai rien à dire sur ce sujet-là. Maintenant, pour les dépenses admissibles, premièrement, il faut que ce soit une propriété admissible. Les propriétés admissibles, c'est les biens immobiliers ou immeubles qu'une compagnie est propriétaire ou locataire. Puis, il faut que la propriété soit bien évidemment utilisée dans l'entreprise. Si ce n'est pas utilisé dans l'entreprise, on ne peut pas prendre de subvention pour ça. Il faut faire attention aussi aux propriétés qui servent principalement à gagner un revenu de location provenant de personnes non liées. Ce pas des propriétés qui sont admissibles à la SUCL. Donc, c'est des immeubles locatifs, on peut pas avoir une subvention pour ces immeubles-là. Puis, dans le fond, les dépenses admissibles sont sujets à des maximums. Donc, c'est 75 000 par lieu d'affaires. Cette limite-là s'applique tant à la subvention de base qu'à la subvention compensatoire. Puis, il y a une limite aussi de 300 000 pour l'ensemble des emplacements. Donc, par exemple, une société qui aurait 10 emplacements au Canada, ben, pour la subvention de base, on va être limité à 300 000 de loyer, de dépenses de loyer ou de dépenses admissibles. Ceci étant dit, cette limite-là ne s'applique pas à la subvention compensatoire qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, on pourrait avoir droit à la subvention compensatoire pour le plein montant. Par exemple, c'est 400 000 de dépenses. On pourrait avoir droit à la subvention compensatoire sur le 400 000 au complet. Donc, les critères de la dépense, il faut que ce soit des montants payés à des personnes non liées. Il faut que les dépenses doivent être payées en vertu d'une entente écrite qui était en vigueur avant le 9 octobre 2020 ou un renouvellement pour des conditions considérablement semblables. Donc, par exemple, une reconduction de bail ou des trucs comme ça. Puis, il faut que les dépenses soient payées dans un maximum de 60 jours après la réception de la subvention. Donc, si on a besoin de la subvention pour payer le loyer, le gouvernement le reconnaît. Il permet quand on reçoit la subvention, qu'on paye notre bailleur avec l'argent qu'on a reçu. Donc, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Donc, pour les locataires, dans le fond, tous les types de loyers sont admissibles. Il existe comme deux types de loyers. Là. Il y a un loyer comme fixe par mois, puis il y a des loyers qui appellent à bail net. Donc, ça veut dire que, dans le fond, c'est le locataire qui s'occupe de payer, comme par exemple l'assurance, l'entretien des espaces communs, l'impôt foncier. À ce moment-là, ces dépenses-là sont admissibles à la SUCL pour les locataires. Pour les propriétaires, on a les trois dépenses qui sont admissibles, l'impôt foncier, les assurances, puis les intérêts sur l'hypothèque. La seule chose qu'il faut faire attention avec les intérêts sur l'hypothèque, c'est que c'est sujet à un maximum. Donc, le maximum, c'est le moindre de deux montants, soit le principal le plus bas garanti par une ou plusieurs hypothèques sur la propriété tout au long, à tout moment depuis son acquisition. Donc, le montant du principal le plus bas garanti ou le coût indiqué de la propriété. Le coût indiqué de la propriété, c'est le coût du terrain plus la FNAC. La FNAC étant la fraction non amortie du coût en capital qui est utilisée aux fins de la déduction pour amortissement. Maintenant, pour l'indemnité de confinement, qui est ce que je parlais tout à l'heure, l'indemnité compensatoire. Donc, pour être admissible à cette subvention-là, il faut avoir un taux de base de la subvention supérieur à 0 %. Mais c'est la seule condition parce que la subvention de l'indemnité de confinement ou le compensatoire n'est pas calculée en fonction de la baisse de revenus. C'est-à-dire que dès qu'on a une baisse de revenus, on a droit au 25 %. Puis le critère pour avoir droit au plein 25 %, c'est qu'il faut que j'ai été fermé les 28 jours qui couvrent la période. Donc, si par exemple j'ai été fermé 14 jours pendant la période à cause d'une ordonnance de santé publique, bien, je vais avoir droit à 50 % du 25 %. Donc, c'est vraiment pas calculé en fonction de la baisse de revenus, c'est calculé en fonction du nombre de jours où
mon établissement était fermé à cause d'une ordonnance de santé publique liée à la COVID-19. J'avais-tu d'autres choses à dire? Ah oui, il faut qu'il y ait un minimum de 7. Je l'ai mis en note dans le tableau, mais faut que l'établissement soit fermé au minimum de 7 jours. Si je ne suis pas fermé au minimum de 7 jours pendant la période, je n'ai pas droit à l'indemnité de confinement. Pour ce qui est de la définition d'indemnité d'ordonnance de santé publique, bon, il faut que ça soit une vraie ordonnance de santé publique. Il ne faut pas que ça soit juste quelque chose qui restreint l'accès ou quelque chose comme ça. J'ai mis tous les critères, je ne vais pas les énumérer un par un, mais par exemple, il faut que ça entraîne des sanctions si je ne la respecte pas, ainsi de suite. Le seul point que je voulais adresser dans la liste de points qu'il y a là, c'est les 2 derniers. Donc, une ordonnance qui limite les activités, mais qui n'oblige pas à fermer ou à interrompre les activités, ça ne rend pas admissible à une indemnité de confinement. Par contre, les activités que vous n'avez pas, les activités que vous n'avez pas été en mesure de réaliser doivent représenter au moins 25 % du total des revenus à cet emplacement pendant la période de référence précédente. Donc, on peut facilement penser à, par exemple, il faut que si on est fermé, il faut que je donne un exemple, une petite pizzeria avec seulement une table à l'intérieur. Bon, l'ordonnance de santé publique fait en sorte qu'on ferme le restaurant, on n'a plus le droit d'y accéder. Par contre, la pizzeria continue à faire du take-out. Dans ce cas-là, on va quand même être capable de demander la SUCL. Excuse-moi, on ne sera pas capable de demander la SUCL parce que c'est pas vrai que le fait de fermer le restaurant fait en sorte que j'ai une baisse de mon 25 % dans le fond, que mon chiffre d'affaires avant le confinement, que ma table représentait au moins 25 % de mon chiffre d'affaires avant le confinement. Donc, dans cette mesure-là, je n'aurais pas le droit à la SUCL. Donc, c'était pas mal ça pour la présentation sur la SUCL. J'ai vu qu'il y avait eu des questions. Oui, Shane, il y a eu plusieurs questions. Je vais commencer. Bon, est-ce que les frais de condo sont admissibles à la subvention pour le loyer? La réponse serait non pour un propriétaire parce que, dans le fond, il y a comme 3 types de dépenses qui sont admissibles. Je vais juste retourner dans le fond. Ce qui est admissible, c'est les impôts fonciers. Puis habituellement, les impôts fonciers ne sont pas payables par la copropriété, mais sont payables par le propriétaire. Donc, jusqu'à là, on est correct. Les assurances immobilières, on pourrait penser peut-être qu'il y a une portion des assurances des parties communes qui pourrait être admissible, mais il faudrait comme réussir à extraire la portion des frais de condo qui sont relatifs aux assurances des parties communes, ce qui pourrait sembler quand même assez complexe à faire. Donc, je pense que ultimement, la majorité des frais de condo ne sont pas admissibles, mais il pourrait y avoir une petite partie qui est admissible. Il faudrait faire le travail de séparer les frais de condo entre les divers éléments. OK. Ensuite, il y avait une autre question qui s'applique autant pour la subvention loyer que pour la subvention salariale. C'était est-ce qu'on compare janvier 21 à janvier 2020 ou si on compare janvier et décembre à janvier et décembre 19. C'est vraiment mois par mois, sauf que pour chaque période, j'ai le choix de comparer exemple, janvier 2021 avec janvier 2020 ou décembre 19 décembre 20 avec décembre 19 et je prends le plus haut taux de perte entre les 2 mois. Donc, pour chaque période, je compare, j'ai toujours 2 mois que je peux comparer et je prends le plus élevé des deux.
Et ce calcul-là est identique pour les deux subventions. Exact. Ensuite, subvention salaire. Est-ce qu'on a droit à la subvention seulement pour des employés qui étaient présents avant le début de la pandémie? Pour les employés qui n'ont pas de lien de dépendance, nos nouveaux employés sont également admissibles à la subvention. J'ai des limites par contre, mais je vais avoir droit à une subvention. Quand c'est un employé qui a un lien de dépendance, j'ai des calculs différents et là, c'est moins évident. Mais pour les employés, je dirais réguliers, là, qui n'ont pas de lien de dépendance, oui, ils sont admissibles, même s'ils ne travaillaient pas pour l'entreprise avant le 13 mars 2020. J'en avais une pour la subvention de loyer. Donc, la question, c'est dans le cas d'un magasin de vente de détail qui a dû être fermé en raison d'une ordonnance publique, mais qui a tout de même pu faire des ventes en ligne via la livraison, sommes tout de même admissibles à l'indemnité de confinement. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le fait d'être fermé, tu sais, dans le fond, la vente dans le magasin, est-ce qu'elle représentait 25% du chiffre d'affaires avant le confinement? Si la réponse c'est oui, en théorie, on aurait droit à la subvention de loyer. Okay. Ensuite, je ne sais pas, Shane, si tu le sais, mais on nous demande où qu'on peut trouver l'information sur les décisions gouvernementales de fermeture obligatoire. Est-ce que tu le sais? Malheureusement, non. Je ne sais pas. On pourra regarder si cette information-là, on peut la trouver, puis on pourra envoyer un courriel à ce moment-là. Ensuite, il y a une question sur la subvention salariale et le 25 000. On sait qu'il y avait également une subvention de 10% du salaire jusqu'à un maximum de 25 000 et il fallait enlever ce 25 000-là de la subvention salariale parce qu'on ne pouvait pas réclamer les deux subventions, additionner les deux subventions. Donc, si au moment que vous avez réclamé votre subvention salariale, vous avez soustrait le 25 000, c'est au moment que vous faites votre sommaire T4 que vous allez réclamer, si vous ne l'avez pas déjà fait, le 25 000 pour la subvention temporaire de 10 donc, cette subvention-là, on pouvait la réclamer d'avance, mais c'est au moment qu'on fait les T4 que là, on la réclame officiellement. J'ai une question concernant le loyer, Shane. Le maximum 75 000 et 300 000, est-ce que c'est le maximum de dépenses ou le maximum de subventions? C'est le maximum de dépenses. C'est le maximum de dépenses admissibles à la subvention. Donc, si j'ai encore, c'est pour les subventions de salaire. Nous avons des employés expatriés provenant d'une division internationale travaillant au Canada. Ce qui sont admissibles et comment traiter leur salaire. Nous recevons des factures mensuelles de la part de leur pays d'origine. Je serais portée à dire si ce n'est pas nous qui payons le salaire, je serais portée à dire qu'il n'est pas admissible pour la subvention salariale. Parce qu'il faut que ça soit votre salaire à vous. Fait que si vous n'avez pas de dépenses de salaire, c'est une dépense de frais de gestion ou quelque chose comme ça. Je serais portée à dire que vous n'avez pas droit à la subvention salaire, mais sincèrement, il faudrait le vérifier comme il faut. Ça, peut-être qu'on pourrait noter cette question-là puis revenir à la personne. C'est ça. C'est une bonne question. Subvention loyer, est-ce que les impôts fonciers incluent aussi les taxes scolaires? Oui, les impôts fonciers incluent les taxes scolaires, c'est taxes municipales et taxes scolaires.
OK, j'ai une autre question, Shane, pour toi. Nous avons des emplacements au Québec et en Ontario. Pour l'Ontario, nous sommes fermés depuis la 3e semaine de novembre. Pouvons-nous réclamer pour une portion des loyers de l'entreprise? Nous avons des emplacements au Québec, en Ontario. L'Ontario, nous sommes fermés depuis la 3e semaine de novembre. En fait, la réponse, c'est oui. Là. On peut, dans le fond, ultimement, il faut que, dans le fond, si les deux loyers sont dans la même entreprise, première étape, c'est de calculer la baisse de revenus. Si on calcule la baisse de revenus pour l'entreprise dans son ensemble, puis qu'on arrive à un résultat qu'on n'a pas eu de perte de revenus, bien évidemment, je n'aurai pas accès à la subvention de base. Puis vu que je n'ai pas accès à la subvention de base, je n'aurai pas non plus accès à la subvention de confinement ou compensatoire. Donc, première étape, c'est de calculer la baisse de revenus. Par la suite, une fois qu'on sait qu'on a une baisse de revenus, pris dans son ensemble, bien là, pour cet emplacement-là, je vais avoir accès à l'indemnité de confinement. Okay. Ensuite, ici, c'est autant pour la subvention loyer que subvention salaire. C'est comment on détermine le revenu. Est-ce qu'il faut aligner le revenu par rapport à la période ou par rapport à le mois? Et c'est vraiment, pour une période, on va comparer les revenus du mois de janvier 2021 avec janvier 2020. Donc, on ne fait pas de recalcul pour dire, ma période, elle se termine en janvier, elle se termine le 16 janvier. Fait que je ne calcule pas mon revenu entre le 20 décembre et le 16 janvier, mais je regarde vraiment mon revenu au mois de novembre ou au mois de décembre. Fait que je n'ai pas à le remettre sur la période exacte. C'est vraiment pour un mois en particulier. La prochaine question. J'utilise la méthode du mois comparatif 2020 PS mois 2019. J'ai une hausse de 4 %, une baisse P9 de 10 %. J'ai compris que par la méthode déterminative, je peux utiliser la baisse de 10 % pour P7 et P8. Si j'ai une baisse en P9, c'est pour ma période P8. Si j'ai une hausse, il faut que j'aille voir ma période 7 si j'ai une baisse. Si j'ai une baisse en 9, à ce moment-là, de 10 %, ma période 10, même si j'avais une hausse dans ma période 10, j'aurais droit à ma subvention parce qu'à la période 9, j'ai eu 10 %. Fait que mon 10 % que je dis que pour la période 9, ça ne s'applique pas pour 8 et 7, mais c'est plutôt pour la période 9 et 10. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais... OK. Celle-là, je l'avais déjà répondu. Je t'ai rendu un peu plus haut tantôt. Oui. Ensuite, les avantages sociaux payés par l'employeur peuvent-ils être inclus dans les salaires admissibles? Non, le salaire admissible, c'est vraiment le salaire payé à l'employé. Ce n'est pas les parts de l'employeur pour les charges sociales. Si j'ai un avantage imposable, il faut vraiment que ce soit un avantage imposable que j'ai payé à mon employé. Donc, si je fournis une voiture, ça ne sera pas inclus. Option d'achat d'actions, ça ne sera pas inclus. Il faut que c'est vraiment que ça soit payé à l'employé. Ensuite, j'ai une autre question concernant les périodes comparées. Une fois que j'ai fait un choix de comparer à janvier-février, je dois toujours le continuer, ce choix-là. À moins de le modifier pour toutes les périodes. Oui, mais c'était à la période 5 que je pouvais faire ce choix-là. Exact. Donc, si à la période 5, je n'ai pas changé le choix, je continue toujours de la même façon. La même chose, si j'avais choisi la comptabilité de caisse, je ne peux pas changer en cours de route, sauf à la période 5 et tout ça. Donc, les choix qu'on a faits, on doit les maintenir, on ne peut pas les changer. J'avais une autre question pour la baisse de revenus. Là. Dans le fond, la question, c'est dans le cas où nos revenus couvrent plusieurs emplacements, 2 emplacements en particulier, mais qui ne peuvent pas être séparés entre ces 2 emplacements. Le calcul par emplacement doit se faire en utilisant la totalité des revenus.
Ben, dans le fond, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais si on parle de deux emplacements dans la même corporation, euh, dans la même compagnie, ben, la baisse de revenus se calcule tout le temps de façon globale. Elle ne se calcule pas par emplacement. Donc, c'est bien évident que si c'est une bonne affaire qu'on n'est pas capable de les séparer dans votre cas. Là. Dans le fond, la baisse de revenus se calcule de façon globale de toute façon. C'est ça, c'est qu'on compare, c'est le revenu de la société au complet, ce n'est pas le revenu en emplacement par emplacement. Ici, j'ai une question concernant avec quoi qu'on compare. On me dit, vous semblez dire qu'on peut alterner. Quand on parle qu'on peut alterner, c'est si je compare, exemple, pour ma période, la période 13, qui est la période actuelle, qui est du 14 février au 13 mars, je regarde ma baisse de revenus soit au mois de janvier ou soit au mois de février et je prends la plus haute des deux pour la baisse de revenus. Et là, si j'avais choisi de comparer avec le mois de l'année précédente, je vais regarder janvier 2020 ou février 2020. Mais c'est toujours deux, je regarde toujours deux périodes pour permettre, l'objectif de ça, c'est de faire en sorte que si pour une période, je me qualifie avec un certain taux de crédit, je sais que je vais avoir au moins ce crédit-là ou ce montant de subvention-là pour la période qui suit. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours 2 mois qu'on compare. Au début, là, il nous le mentionne un peu plus, mais au début, quand ça l'avait sorti, c'est qu'il venait nous dire si je me qualifie pour une période, je suis automatiquement qualifiée pour la période qui suit. Ça, c'est dans le temps où c'est qu'on nous disait j'ai besoin d'avoir une baisse de revenus d'au moins 30 %. Donc là, c'est vraiment, je compare 2 mois et je prends la baisse le plus élevé pour me permettre d'avoir le plus haut montant de subvention. Et ça s'applique autant pour le loyer que pour les salaires. Si je peux peut-être réenchérir, là, dans le fond, pour chaque méthode, donc il existe deux méthodes, okay, qui fait l'objet d'un choix. Donc, il y a la méthode du mois comparable, puis il y a la méthode facultative. La méthode facultative, c'est celle-là de comparer avec toujours le mois de janvier-février 2020. Okay? Puis dans les deux cas, on compare toujours 2 mois. Donc, dans la première méthode, on compare septembre, mettons qu'on prend la période 13, comme Liliane le disait tout à l'heure, on compare janvier-février avec janvier-février 2020. Puis là, la méthode facultative, ça donne le même résultat que la méthode du mois correspondant, mais c'est janvier-février 2021 avec janvier-février 2020. Fait que dans les deux cas, on compare tout le temps 2 mois pour nous donner la plus grosse baisse de revenus. Ensuite, bon, on pose une question sur la subvention salariale temporaire de 10 %. Oui, c'est le formulaire, le PD27 qu'il faut compléter pour réclamer le sol qu'on n'aurait pas réclamé. Ou c'est aussi là-dessus qu'on disait qu'on avait fait le choix d'avoir un taux de crédit, un taux de subvention de 0 % parce qu'on a toujours réclamé la subvention salariale au maximum. Ensuite, oui, ça aussi, c'est toujours, on a une question, là, si j'ai choisi de comparer mes revenus de janvier 21, ben, je compare avec janvier 20 et non pas 19, là, fait qu'il faut, c'est vraiment avec le mois de l'année précédente qu'on compare. Exact. Une question pour la subvention de 10 % je ne suis pas certain de la comprendre. Je ne sais pas si Yann, tu vas être en mesure d'y répondre. Subvention de 10 %, est-ce qu'elle sera remboursée après la déclaration de T3010? Ben, la T3010, c'est pour, si je ne me trompe pas, c'est les organismes de charité. Ce n'est pas dans les déclarations d'impôts
que ça se fait, mais c'est vraiment le PD 27 qui est un formulaire spécifique et qui va un peu avec le T4. Là. Merci. Ici, bon, on a une question sur si j'ai une baisse de revenus de 54 avec une rémunération admissible de 5 234, bon, on me donne des montants, faudrait vérifier, mais on a le maximum, faut prendre un salaire, c'est 1129 par employé par semaine. Donc, si mon employé gagne au moins ça, j'ai le salaire, ça va être 1129 fois 4 semaines, fois le pourcentage de la subvention. Donc, si j'ai 50 j'ai un taux de 40 Donc, logiquement, 29 fois 0,40, ça veut dire que j'ai droit à 451,60 par semaine. Fait que si l'employé a travaillé 4 semaines, ça devrait être fois 4. OK. Est-ce qu'on peut revenir sur la baisse de revenus d'une période à l'autre? En fait, je ne sais pas si je peux, corrige-moi si je me trompe, Liane, mais dans le fond, comment c'est fait les comparables, c'est qu'on compare, par exemple, on va prendre la période 9 et la période 10, la SSUC. Donc, je compare octobre, novembre, mettons que je prends la méthode du mois comparable, parce que c'est la même chose pour la méthode facultative. Donc, par exemple, toi, je prends octobre puis novembre 2020 comparativement à octobre et novembre 2019. Ben, novembre 2019 se retrouve dans la période 10 aussi. Si j'ai eu une baisse, par exemple, on va faire ça simple, mettons que j'ai 20% dans les 2 mois, ben, je suis assuré d'avoir 20% pour la période 10 parce que mon novembre revient dans la période 10. Fait que là, si par exemple, pour décembre 2020, j'ai 30%, je vais aller chercher 30% mon 30% qui est mon mois le plus haut. Après ça, pour la période 11, ben, mon mois de décembre revient. Fait que je suis assuré d'avoir au moins 30% de, 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 de baisse de revenus. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que oui. Ensuite, bon, on a une question. Est-ce qu'on sait pourquoi les périodes 10 et 11, on compare toujours avec les deux mêmes mois, soit novembre, décembre? Sincèrement, je ne peux pas vraiment répondre à ça. Je n'ai pas vu le pourquoi de. Moi, j'ai une théorie, mais c'est peut-être pas la réalité. Je pense qu'on Shane et moi, on a chacun notre théorie. Moi, je pense que si la période 11, je comparais avec décembre et janvier, au début de ma période 11, c'est le 20 décembre. Ça veut dire que je n'aurais pas su au 20 décembre si j'avais droit à ma subvention. Et à l'origine, l'objectif de dire si je me qualifie pour une période, je me qualifie automatiquement pour la suivante, c'est pour permettre aux employeurs de savoir en début de période s'ils étaient admissibles à la subvention. Donc, moi, mon opinion, c'est que je pense qu'ils ont fait ça pour faire en sorte que quand j'arrive à la période 11, je compare novembre et décembre. Novembre, c'est déjà connu au 20 décembre. Donc, je le sais, au 20 décembre, ça va être quoi mon montant minimum de subvention. Moi, c'est comme ça, je l'interprète. Je sais que Shane, toi, c'était plus pour dire, ben sinon, en période 13, on aurait comparé avec le mois de mars 2020 qu'on était déjà en période de pandémie. Fait que là, c'était comme moins évident. Mais on n'a pas la réponse du gouvernement. C'est une hausse de revenus pour 2020, septembre 2020.
Même si j'ai eu des mois avec des hausses de revenus, exemple en août et septembre, si au mois d'octobre, j'ai une baisse de revenus, je recommence à être admissible pour la période 9, parce que la période 9 compare octobre et novembre. Donc, si en mois d'octobre, j'ai une baisse de revenus, je suis admissible. C'est vraiment à mois par mois, je compare mes baisses de revenus avec les mois qui nous disent. Et si j'ai une baisse à ce moment-là, je suis admissible. Exact. Même chose pour la SUCL. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous à communiquer avec nous. Il y a nos courriels dans les diapos. Donc, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller pour le mot de la fin. C'est ça. Bien. Donc, merci tout le monde d'avoir participé à notre webinaire. J'espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, de nous les faire parvenir. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Et un petit rappel, l'enregistrement et le document de la présentation va vous être envoyé dans les prochains jours. Donc, bien, merci tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup.